Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation Application web efficace avec Spring Boot 2. Je m'appelle Brian, je travaille sur Spring Framework et Spring Boot. Et je vous présente Stéphane, qui Salut. travaille aussi sur Spring Framework et Spring Boot. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment rendre vos applications un peu plus efficaces en utilisant des fonctionnalités de Spring Boot que vous n'avez pas forcément osé utiliser ou que vous n'avez pas forcément côtoyé encore. Mais avant ça, on aimerait vous poser peut-être quelques petites questions pour avoir une idée de ce que vous faites. Déjà, qui est-ce qui utilise déjà Spring Boot 2 actuellement? Ok. Waouh, ok. Donc une bonne majorité, on va dire. Qui est-ce qui n'utilise pas Spring Boot du tout? Très bien, des curieux. Voilà. Parfait. Vous allez voir. Et aussi une petite idée de qui est-ce qui a déjà utilisé des fonctionnalités réactives dans son application Spring Boot. Pas énorme. Ouais. C'est parfait. Vous allez voir. Ça va vous intéresser. Très bien. On espère. Voilà. Sinon, on peut parler de rénovation de cuisine et de salle de bain à la limite. On est en plein dedans, chacun de son côté. Donc parfait. Donc, ce qu'on aimerait vous rappeler, tout d'abord, c'est que donc Spring Boot, Spring Framework, on a fait le choix d'avoir deux stacks en parallèle. Donc, il y a la stack basée sur Servlet que vous connaissez sûrement déjà, Spring MVC. Donc qu'on peut utiliser sur n'importe quel conteneur de Servlet, avec le modèle de programmation annotation. Et dans la toute dernière version de Spring Framework, on a rajouté aussi maintenant un modèle de programmation dit fonctionnel. En parallèle, on a ajouté une nouvelle stack réactive depuis Spring Framework 5 et Spring Boot 2, où là, on peut utiliser des conteneurs de Servlet 3.1 ou Netty comme type de serveur. Et donc, on fait du réactive ici. Donc, c'est un autre monde du point de vue du runtime, mais finalement, en modèle de programmation, on a le même modèle de programmation que dans Spring MVC avec des annotations. Et on a aussi ici ajouté en premier un modèle de programmation fonctionnel. Donc, il n'y a pas une couche, enfin une stack qui va remplacer l'autre. On est vraiment dans un choix qui est, voilà, c'est à vous de le faire par rapport à quel type de problème vous avez dans votre application. Est-ce que ça peut vous aider? Est-ce que changer de modèle de programmation ou de runtime, ça peut être un avantage ou pas pour vous? Voilà, on vous laisse le choix, sachant qu'on supporte toujours ces deux stacks en parallèle et que quand un bug est corrigé d'un côté, on s'efforce de le corriger de l'autre de la même façon. On ne va pas vous demander de réécrire vos apps avec Reactive dans 2 ans, quoi. Non, non, c'est là pour durer. Voilà. Donc aujourd'hui, on a appris un exemple qui est à moitié vrai et à moitié fictif. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous créez une application avec Spring Initializer, donc sur start.spring.io, donc quand vous créez une application, en vrai, donc on collecte des données pour savoir quel type de projet vous avez demandé à créer. Et ces données-là, nous, on les collecte dans un index et ça nous permet de dégager des macros stats pour savoir ce que la communauté Spring utilise et comment, pour nous donner une idée de où est-ce qu'on doit concentrer nos efforts. Est-ce qu'on doit peut-être mieux documenter ou mieux communiquer certaines choses? Donc ça nous aide beaucoup à savoir comment vous utilisez Spring Boot dans la vie de tous les jours, au moins pour le démarrage de vos projets. Donc ça, c'est le cas aujourd'hui quand vous créez des projets. Donc ces données de statistiques, nous, on les met dans un index de recherche qu'on peut utiliser derrière. Sachant que ça marche autant pour l'interface web de StartSpring.io comme les autres interfaces qui existent, donc dans vos IDE préférées, NetBeans, IntelliJ, STS, VS Code ou via command line, curl, etc. Donc maintenant, la partie un peu plus fictive, du coup, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on va écrire une application qui va se charger d'extraire un peu des choses intéressantes de cet index de données. Et typiquement, ce qu'on veut regarder, c'est combien de projets sont créés en fonction du jour. Voilà. Donc, c'est cette application dont on va parler aujourd'hui, ce petit dashboard. Alors pour la démo, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un seul service, on va aller récupérer des informations de plusieurs endroits. Donc l'index de génération de projets dont Brian a parlé, mais on a aussi un service fictif d'événements. Et on a un service fictif qui va nous donner les IP qui ont le plus utilisé le service dans le but
de vérifier les abus éventuels. Et pour rendre ça plus simple pour un opérateur, on va avoir quelque chose qui va traduire l'IP par sa résolution DNS. Et donc, imaginez, dans le cadre de ce qui va suivre dans la démo, que chacun de ces services est un service extérieur sur lequel vous n'avez aucune mainmise. Voilà, c'est une API figée, et donc vous devez vous débrouiller finalement pour implémenter cette application avec ces 3 services qui vous sont donnés. Donc les slides, c'est bien, mais nous, on n'est pas trop fans de ça. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est on va vous montrer du code. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà vu des présentations qu'on donne sur ces sujets-là, il y a un repo GitHub avec un commit par démo qu'on partagera à la fin de la présentation. Donc vous avez la possibilité de rejouer ça chez vous. Donc mes 3 services qui représentent donc les 3 choses dont j'ai besoin d'accéder tournent tous sur le port 8080 actuellement. Donc on a ici un petit service gentil, on lui donne un range de date et puis il nous sort des statistiques de génération. Le nombre de projets créés par jour. On a un autre service aussi qui nous donne les événements sur une période donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, on a eu Slack qui a cassé, voilà. Et puis ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Puis Devoxx France, tiens. Et puis pareil, un truc qui nous dit, voilà, voici les IP qui ont créé le plus de projets. Donc là, ce générateur, c'est une application qui est dans le projet. Donc il y a 2 applications, et donc ça génère juste des fausses données. Hein. Donc c'est quelque chose qui génère des choses totalement au hasard. Et donc, quand on va sur l'application Dashboard, cette fois-ci, donc l'autre application qui fait des appels à ce générateur de données, on a une sorte de dashboard comme ça. Donc, on arrive à voir le nombre de projets générés par génération de Spring Boot. On arrive à voir les événements avec des barres verticales. Une corrélation, généralement, quand Slack est mort, plus personne ne fout rien. Ça devrait être le contraire pour ça. Ça devrait être le contraire, c'est vrai. Et puis, notre système de résolution DNS, dont je suis personnellement très fier, dû à sa grande complexité. Voilà. Donc, en gros, tout ça est fictif, mais maintenant, ce dont on va se focaliser sur le problème concret de... vous avez une application web qui doit donc dialoguer avec ces différents services. Comment est-ce que Reactive peut vous aider? Et donc, l'idée ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est... On a déjà parlé beaucoup de Spring MVC là pour durer. On a parlé beaucoup dans les 2 dernières années, je pense. Il y a une nouvelle stack, une nouvelle option qui est Spring Reactive. C'est génial, ça peut faire X et Y. Et donc, si vous êtes dans ce cadre-là, c'est une très bonne option pour vous. Ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu. C'est que, comme on essaye de maximiser les choix possibles pour vous. Et donc, ici, ce qu'on va montrer, c'est comment est-ce que vous pouvez utiliser des parties réactives dans votre application MVC classique. Donc avant de faire ça, on va peu regarder... On va vous faire un tour de l'application Dashboard pour voir comment ça marche. Donc ici, pas très compliqué. On a juste une abstraction qui utilise le REST template pour aller choper nos 3 données en question. On a un service qui va donc... vous allez voir très très vite le problème ici, hein, qui effectue un appel bloquant ici, un appel bloquant ici, un appel bloquant ici. Voilà, donc on va d'abord chercher une donnée, on récupère tout, on attend que ce soit fait, on va chercher la suivante, etc. Donc c'est vraiment en escalier, c'est par étapes. Et on collecte toutes ces données, on le met dans une sorte de conteneur, et ce conteneur-là, on va le donner à notre contrôleur qui va faire le rendu de la vue. Donc dans ce conteneur, on a quoi? On a les stats, le nombre de projets créés, les événements. Et la description des top clients. Et alors ici, ce qu'il faut aussi indiquer, c'est qu'on essaie d'être soi-disant malin ici avec un parallèle stream pour essayer de paralléliser. Donc pour toutes les IP, donc on va essayer, on va appeler notre service de résolution. Encore une fois, notre service de résolution pourrait être malin et prendre une liste d'IP et nous retourner une liste de non résolus, mais non, le service est figé et il faut appeler IP par IP. Et donc là, on essaie d'être un peu malin en utilisant un parallèle stream. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ça un peu plus malin? Bien, on peut, par exemple, migrer à le client réactif qui est fourni dans Spring Framework 5, qui s'appelle Web Client. Donc, pour faire ça, vous pouvez ajouter la dépendance qui est le starter Spring Boot Webflux. Donc, si vous avez juste le starter Webflux, ça va créer une application réactive serveur. Dans le cas où vous avez et Web et Webflux, ce que Boot va faire, c'est qu'on va considérer que vous avez une application MVC, que c'est votre serveur, une application type MVC, mais que vous souhaitez utiliser le Web Client dans ce contexte-là. Donc notre application MVC elle va rester la même, mais on est capable d'utiliser le Web Client. Donc le Web Client, du coup, vous pouvez créer une instance directement.
Mais ce que Spring Boot vous apporte, c'est qu'on peut, Spring Boot, on crée un bin builder pour Web Client qui est déjà tout préconfiguré avec JSON, la sérialisation, toute l'instrumentation qu'on veut y faire. Donc avec ça, on récupère un Web Client en lui disant tes base URL, tu fais toutes tes requêtes là-dessus. On n'est pas obligé de faire. Hein. Et ensuite, après les appels, finalement, l'API est assez sympa. Donc on lui dit, tu fais une requête GET sur telle URI, tu récupères le body, et le body, tu le convertis en mono de Generation Statistics. Donc en réactive, les types réactifs qu'on a du projet Reactor, mono, c'est imaginé comme un type asynchrone avec une seule valeur, et on a un autre type qu'on va voir qui est lui flux, qu'on peut voir en première approche comme une collection de données en mode asynchrone. Mais on va le voir, ça fait plus que ça. Donc voilà, finalement, l'API, on n'est pas très loin de ce qu'on avait avec REST Template. À la place de juste retourner une liste ou un objet, on retourne des types mono et flux. La différence ici, c'est que c'est une description de pipeline, donc ça ne fait effectivement rien du tout. Ça retourne à ce qu'on appelle un publisher, donc ça retourne quelque chose qui éventuellement est capable de fournir la donnée d'intérêt. Donc la donnée d'intérêt, comment est-ce qu'on va la récupérer? Ici, l'implémentation montre qu'on va faire un appel à HTTP à un certain endroit avec certains paramètres et désérialiser le contenu pour créer un objet. Donc, appeler ces méthodes-là ne va strictement rien faire tant qu'un composant ne va pas exprimer un intérêt. Donc, on pourrait continuer à fixer... convertir les autres appels, mais voilà. C'est pareil. C'est pas très intéressant pour vous. Et puis, je risque de me planter, donc on ne va pas faire ça. Hop. Force checkout, c'est bon. J'ai fait un force checkout. Et puis... Donc là, on a tous nos appels vers du stats client qui sont convertis en mono et en flux. Par contre, du coup, l'étage au-dessus, voilà, on avait un problème, puisque notre contrôleur, mono et flux, qu'est-ce qu'on met dans notre modèle? Donc là, Stéphane vous le montre, on a mis des points blocs un peu de partout. Donc le bloc, c'est demander de faire la souscription, de récupérer la donnée, de déclencher le pipeline et de bloquer jusqu'à ce qu'on récupère. Donc, finalement, là, on n'est pas très loin de ce qu'on avait avant, hein, parce que c'est séquentiel et on attend d'avoir la valeur avant de passer à l'étape suivante. Donc, voilà, on n'a pas vraiment de gain de niveau runtime ou de perf ou quoi que ce soit, mais déjà, en première étape, ça marche. Le web client, on n'a pas eu énormément de mal à transformer un appel REST template en web client. Et soit dit en passant, le REST template, c'est une partie de l'infrastructure Spring Framework qu'on ne souhaite plus trop faire évoluer et qu'on va peut-être sûrement déprécier dans un futur pas encore décidé. Mais concrètement, on a trouvé pas mal de limites à REST template et en faisant web client, on s'est dit que finalement web client c'était vraiment pas mal. Et donc voilà, on vous le conseille de jeter un coup d'œil à un web client. Vous allez voir que ça marche plutôt bien. Donc ici, on va continuer puisqu'on est dans un cas où on est ISO, hein, on bloque et cette fois-ci, ça se voit au niveau de l'API. Hein, vous pouvez voir qu'il y a une latence potentielle qui est induite. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va transformer cette méthode, qui est vraiment la méthode centrale sur laquelle on va bosser, pour laisser Reactor ou laisser finalement l'event loop faire ces appels-là potentiellement en parallèle en fonction des ressources qui sont disponibles sur le système. Donc, si le serveur, à un moment donné, a des threads disponibles pour ces appels HTTP, il va potentiellement les faire en parallèle ou pas, parce que le serveur est trop chargé à ce moment-là à faire d'autres choses. Donc, ça laisse, en fait, ça bouge le choix à vous à déclarer ce que vous aimeriez bien qu'il se passe dans le cadre idéal, et l'implémentation derrière qui utilise votre définition de pipeline pour faire la chose la plus optimale possible en fonction des ressources du serveur. Donc, ce qu'on va faire ici pour aller un étage plus haut, c'est qu'au lieu donc, de souscrire et de bloquer, comme Brian vient d'expliquer, on va plutôt garder ces définitions de publisher et on va les combiner de manière à générer l'objet statsContainer, donc l'objet de retour de notre méthode ici. Voilà, donc le but, ça va être de construire ce pipeline de données et finalement de souscrire, ou ici on va devoir bloquer, mais finalement de souscrire le plus tard possible pour avoir quelque chose de plus optimal possible. Donc là, du coup, on va avoir plusieurs appels en parallèle. Donc on va demander nos statistiques de téléchargement, enfin de création de projet, on va demander tous les événements sur la période, et on va demander toutes les IP, les IP qui créent le plus de projets sur cette période aussi. Et en fait, on va avoir 3 monos, donc 3 types asynchrones.
Et donc, au lieu d'attendre les uns après les autres, on va les combiner avec un opérateur qui va nous donner qu'une seule chose asynchrone. Et à partir de là, on pourra le donner au modèle de notre contrôleur. Alors ici, on voit qu'il y a un truc un peu particulier. On voit un mono d'une liste. Si vous vous souvenez, fetch events, donc récupérer les événements, ça va être un flux d'événements. Ici, dans le cas qui nous occupe, on n'est pas intéressé de manipuler un événement par un événement, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de récupérer la liste finie d'événements. On sait que l'API va nous retourner une liste finie, et puis de faire quelque chose une fois qu'on a la liste. Et donc, c'est là où on voit vraiment la puissance des opérateurs. Donc ici, c'est Flux et Mono de Project Reactor. On a un opérateur collect-list. Qu'est-ce qu'il va faire sur un flux? Il va accumuler les éléments du flux, et lorsque le flux va se terminer, il va simplement retourner, créer une liste avec ce qu'il a bufferisé, et envoyer un événement unique avec le contenu de la liste. Pour les top clients, on souhaite la même chose, puisque c'est ce qu'on avait dans notre paradigme précédent. On avait 2 listes et un objet generation statistique. Donc voilà les 3 flux qui vont potentiellement être invoqués pour construire notre container. Cette méthode-ci n'existe pas encore, donc on va la créer. Voilà. Et là où tout à l'heure, on prenait un stream d'IP et on faisait un parallèle stream pour transformer ces IP en reverse DNS, on va faire à peu près pareil en fait, sauf qu'on va utiliser les opérateurs de Reactor. Donc ici, FlatMap, c'est quelque chose qui nous permet de réaplatir quand on a par exemple un type réactif qui émet un type réactif lui-même. Donc là, ça permet de réaplatir. Donc du coup, au lieu d'avoir un flux de mono d'autres choses, on réaplatit et on aura directement le reverse lookup. Donc là, pareil, les appels à reverse lookup là, ils vont se faire en parallèle potentiellement en fonction de la demande et en fonction de la back pressure qui va se passer au runtime. Et donc, dans le cas donc de la liste des IP, on va vraiment streamer les IP et au fur et à mesure qu'on les désérialise et qu'on les récupère, on peut, si les ressources le permettent, déjà faire l'appel à la résolution. Donc vraiment, là, on optimise au maximum. Bon, tout ça, évidemment, ne fait strictement rien puisque c'est toujours des définitions de flux. On a définition de publisher, pardon. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est expliquer à Reactor, ces 3 choses-là m'intéressent, débrouille-toi pour les récupérer. Et lorsque tu les as récupérées, lorsque quelqu'un va exprimer un intérêt sur le container, lorsque tu les as récupérées, appelle-moi et puis moi jette la logique pour construire l'objet cible. Alors pour ça, il y a un opérateur qui s'appelle zip, pour lequel on peut passer une liste de publishers, donc une liste de composants qui vont potentiellement publier ta donnée. Donc on va prendre nos statistiques, nos événements et nos clients. Voilà. Et ça va nous donner un tuple. Et dans ce tuple, en fait, on va avoir finalement le résultat de chacun des trois monos qu'on a donnés en paramètres. Donc ici, on n'aura plus les get records, on va faire le tuple get T1 et on aura directement la mesure. Pareil pour le deuxième argument et pareil pour le troisième. Donc finalement, là, on a reconstruit, on a zippé les 3. Donc les 3 choses se passent en parallèle. Jusqu'à ce moment-là, on a besoin de tout réassembler dans un seul endroit. Et ça nous renvoie quand même un mono, en fait, le tout. Donc ça veut dire qu'on a construit un pipeline un peu comme avec 3 tuyaux en parallèle qui se rejoignent à un moment et on a toujours ce tuyau à la fin. Et le mono, ça nous dit toujours qu'on doit souscrire, qu'on doit déclencher l'opération. Donc là, on a finalement décrit quand même pas mal ce qu'on veut faire, ce qui est possible de faire en parallèle, comment on peut réunir les choses à la fin. Et là, du coup, notre service, il est migré là-dessus. Et il ne nous reste plus qu'à l'utiliser dans le contrôleur. Et cette fois-ci, on va demander bloc. Donc du coup, on va souscrire et on va demander la valeur pour de vrai. Donc ça va vraiment nous retourner l'objet statsContainer. Et on n'a pas parlé de DevTools. Non, mais on peut en parler maintenant. Donc, j'aurais dû lever mes mains, en fait. Qui est-ce qui ne connaît pas Spring Boot DevTools ici? Qui ne connaît pas? Waouh, OK. Donc, on me fait bien d'en parler. Toujours trop. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours trop. C'est vrai qu'on se rend compte en discutant avec des développeuses et développeurs que beaucoup de gens pensent que on n'a pas ce support-là, que ça n'existe pas, et que ce serait franchement bien de l'avoir, alors qu'en fait, ça existe. Donc, du coup, on se permet de renforcer le message. DevTools, c'est une dépendance que vous pouvez ajouter à votre projet qui vous permet de développer plus rapidement. Donc, quand vous faites un changement dans votre projet, au lieu de redémarrer toute la JVM, au lieu de tout recalculer, on va juste
jeter le class loader, jeter le contexte Spring, redémarrer le contexte Spring. Et du coup, le redémarrage se fait beaucoup plus rapide. Et on a construit beaucoup d'opinions aussi là-dedans. Donc typiquement, en développement, on ne veut pas que les templates soient mis en cache, soient compilés, mis en cache. On ne veut pas qu'il y ait du cache sur les ressources statiques, etc., etc. Donc il y a énormément de choses qui sont faites. Et là, vous le voyez, là, quand Stéphane a fait une modif, tu as un petit plugin dans ton navigateur. Ouais, je vais montrer ça, effectivement, ici. Qui est Live Reload. Donc il y a un serveur Live Reload qui est lancé sur l'application grâce à DevTools. Et quand il y a un changement dans l'application, ça ping le navigateur qui recharge la page directement. Donc ça fait encore beaucoup d'autres choses, DevTools, on ajoute toujours des fonctionnalités dedans. Donc voilà, si vous écrivez des applications, pensez toujours à l'ajouter, c'est dommage de ne pas en profiter. Et alors la manière dont ça fonctionne, c'est que lorsque vous modifiez le ClassPath via votre IDE, évidemment, il y a un fichier va changer. Et donc ce que DevTools fait, c'est qu'il a un file watch, donc il regarde vos fichiers, il regarde votre ClassPath en fait dans votre projet. Et lorsqu'il réalise qu'un fichier a changé, il effectue une action. Donc par exemple, si c'est un fichier qui vient d'un template style TimeLeaf ou autre, il va simplement demander au navigateur de rafraîchir. Comme Brian expliquait, il n'y a pas de cache, donc le template va de nouveau être construit et vous allez voir directement les changements. Si c'est un autre type de fichier et on ne sait pas vraiment prendre la décision, on n'essaie pas d'être super malin, on va juste redémarrer l'app. Sachant que c'est très efficace puisque la VM reste active et donc toutes les caches restent actives. Et donc les IDE ont aussi construit pas mal de supports derrière tout ça, puisque en gros ce que vous devez faire, c'est compiler. Donc il y a une confusion au début, c'était oh, mais je change un fichier dans IntelliJ et rien ne se passe. Si vous changez un fichier source dans IntelliJ, vous n'allez pas modifier le ClassPath, puisque IntelliJ ne va pas compiler, sauf s'il doit vraiment, sauf si vous lancez un test ou quoi que ce soit. Et donc ils ont construit ce petit support qui est assez sympa, où en gros ici ce que j'ai fait, c'est que je lui ai simplement demandé lorsque je change de frame, donc lorsque je perds le focus, donc typiquement quand je bascule dans une autre fenêtre, juste compile s'il faut compiler. Et donc c'est ça qui lance l'entièreté du refresh. Alors mon test ici maintenant ne fonctionne plus parce qu'on retourne à mono, donc je vais juste fixer ça en vitesse. Donc pour vous montrer qu'aussi on avait quand même des tests dans notre application, et que là, les tests fonctionnent quand même avec ça. Donc on avait mock MVC et tout ça, quoi. Donc voilà notre app. Et donc cette app, potentiellement, fait les 3 appels en parallèle. Pendant qu'on reçoit les IP, on fait des autres appels, etc. Bon, tout ça c'est bien, mais on va rendre cette application un peu problématique en introduisant un peu de latence. Alors pour ça, on a un petit service de latence. Peut-être que vous ne savez pas lire parce que bleu sur noir, c'est quand même pas terrible. Donc c'est un service qui va potentiellement ralentir des requêtes, on ne sait pas encore lesquelles, on va deviner ensemble, de 200 millisecondes à 8 secondes, donc ça c'est vraiment le range. Et il y a un ratio aussi, donc on ne va pas toutes les ralentir, on va ralentir en fonction d'un certain pourcentage. Et pour le moment, le pourcentage est à 0. Donc ça veut dire que le service ne fait strictement rien. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais lui demander de ralentir 80% des requêtes. 80% des requêtes donc, vont être ralenties entre 200 et 800 millisecondes, prises aléatoirement. Mais on ne sait pas lesquelles. On ne sait pas lesquelles, donc on ne sait pas ce qui se passe. Notre générateur, on a plusieurs API dessus, donc on ne sait pas lesquelles, et là on voit que ça met un certain temps, quoi. Notre appli, tout d'un coup, il y a quand même un problème. Quand on rafraîchit la page ou quand on va sur le site de notre appli, il y a un problème, quoi. On a un temps de latence qui n'est pas acceptable. On ne sait pas où. Bon, on va un petit peu regarder la santé. Bon, tout va bien, mais ça ne nous dit pas des masses. Hein. Ouais, alors on a quand même le détail des Health Indicators. On va montrer ça. On est en mode public, mais on peut demander le détail avec une property. Ouais, show details when authorized. Donc oui, quand on est authentifié. DevTools passe par là. Il rafraîchit. Okay. Donc c'est ça l'expérience. Vous changez quelque chose, vous rebasculez dans le navigateur, ça redémarre. Donc là, le problème, c'est qu'on avait un indicateur de santé qu'on a créé nous-mêmes, qui s'appelle Reverse Lookup, pour savoir si le Reverse Lookup d'IP, il marche. Parce qu'en fait, on utilise, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on en utilise un qui est gratuit, et on n'est pas très sûr s'il marche, s'il ne marche pas, il a des problèmes parfois. Donc on a fait un petit service de santé pour être sûr qu'il va le pinguer, pour voir s'il répond. Tout va bien. Le problème, c'est qu'il va bien, mais on voit que notre service, ça ne va pas, quoi. Ben non. Il répond, mais est-ce que c'est lui qui est lent? Est-ce que c'est un autre service qui est lent? On ne sait pas. Donc on va essayer un petit peu d'en savoir un peu plus. Et ce qu'on veut vous montrer maintenant, c'est les améliorations au niveau métrique dans Spring Boot 2. Spring Boot 2 qui
Donc Spring Boot 1 utilisait une API dans l'actuator assez simple qui vous permettait de définir des métriques assez facilement. À partir de Spring Boot 2, on utilise un projet qui s'appelle Micrometer. Alors, je voulais vous demander qui connaît Micrometer? Un petit peu. Moins que DevTools, c'est intéressant. Donc Ouais. Micrometer, c'est un projet, sa tagline c'est SLF4J, mais pour les métriques. Donc en gros, comme vous avez sans doute deviné, ça vous donne une API indépendante du système de monitoring, dans lequel vous pouvez créer vos métriques, incrémenter des compteurs, faire ce genre de choses, de manière totalement indépendante du système choisi, système cible choisi. Et puis Micrometer fournit des implémentations pour les différents systèmes. Et bien entendu, comme d'habitude, si vous ajoutez une implémentation d'un système de monitoring, il y a l'autoconfiguration associée qui va faire ce qu'il faut par défaut. Et donc, on veut vous montrer ça. Et pour l'exemple de la démo, on va utiliser Prometheus. Et donc, pour on a besoin d'une dépendance pour ça. Voilà, ouais. Donc le support Micrometer est inclus dans Boot, mais après on doit choisir vers quel type de collecteur on exporte ces métriques-là. Donc là, nous, on choisit Prometheus, donc on doit choisir ce registry-là, on doit ajouter la dépendance. Et du coup, redémarrer notre petite application, puisque on a ajouté un élément dans le ClassPath, et ça, DevTools ne va pas le gérer. Donc, si vous avez, comme c'est un process qui tourne, il ne va pas magiquement mettre à jour le ClassPath des librairies. Donc, quand vous ajoutez une librairie, là, il faut redémarrer l'application. Voilà. Donc, DevTools va s'occuper du ClassPath de l'application, vraiment, mais tout ce qui est de vos librairies, si vous faites un changement, il faut redémarrer. Alors, du coup, c'est toujours aussi lent, hein, c'est toujours pas réglé. Malheureusement, on aurait bien aimé, mais non. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vouloir identifier les métriques qui proviennent de cette application-ci. Donc il y a différents moyens d'y arriver, mais dans le concept de métrique dans Micrometer, un concept de tag. Donc en gros, vous pouvez ajouter un nombre arbitraire de labels avec un nom et une valeur, et ça vous permet en fait de filtrer les choses. Et Spring Boot vous fournit un moyen assez facile d'ajouter des tags transverses, donc qui vont s'appliquer à toutes les métriques que cette application-ci va émettre. Et donc je vais créer un tag qui s'appelle application, et je vais lui donner le nom de mon application. Voilà. Donc sur une métrique en particulier, qui peut par exemple être une latence ou un temps de réponse, on peut y ajouter des tags. Donc nous-mêmes, ici, on a ajouté le nom de l'application pour le catégoriser, mais il y aura d'autres tags qui seront ajoutés automatiquement dessus, donc peut-être le statut de la réponse HTTP, etc. Et vu que c'est des métriques multidimensionnelles, ça veut dire qu'on peut visualiser les données sur une dimension en particulier en filtrant, etc. C'est pas juste du clé-valeur, en fait. On peut faire plus de choses avec ça. Ça, on va le voir en détail avec les exemples. Et donc ici, j'ai un exemple de fichier de config Prometheus assez simple avec un job qui s'appelle Spring. Toutes les 5 secondes, il faut... Donc oui, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que Prometheus est un peu particulier au niveau système de monitoring, puisque Prometheus vous appelle, c'est-à-dire qu'il vous appelle pour récupérer les métriques, là où la majorité des systèmes de monitoring, c'est du push, c'est-à-dire que votre application va émettre des métriques vers un serveur donné. Dans le cas de Prometheus, c'est différent. Vous lui dites où sont les applications à monitorer et il appelle avec un intervalle. Ici, dans ce cas-ci, c'est 5 secondes et on voit ici nos 2 applications. Donc, je vais démarrer Prometheus. Et là, ce qui va se passer, c'est que Prometheus ne va pas être trop content. Donc ça, c'est juste du garbage collector pour les anciennes données. Il ne va pas être trop content parce qu'il essaie d'appeler notre application, mais il n'y arrive pas parce que vous avez vu qu'on a dû se loguer en tant qu'admin. Donc là, voilà, problème de sécurité. Cet endpoint actuator Prometheus n'est pas disponible publiquement. Donc là, comme d'hab, vous pouvez configurer Prometheus avec un token ou quoi que ce soit. Ou bien, comme nous, quand vous faites des démos, vous donnez accès à tout le monde, quoi. J'ai vu la sécu. Parti. Donc on va donner, nous, accès. On va ouvrir cet endpoint-là à tous pour les besoins de la démo, mais sachez qu'en prod, on a beaucoup d'autres moyens de le faire. Donc c'est aussi l'occasion de montrer la sécurité dans Spring Boot 2. Donc on peut ici dire que l'endpoint Prometheus pour le scrapping de données, on veut le permettre. Donc on n'a pas à ajouter des chemins en dur. Ça s'adapte automatiquement à la configuration qu'on va faire. On lui dit juste tel endpoint ne le protège pas. Et ça marchera. Donc là, du coup, on a modifié notre conf, DevTools passe par là, redémarre le contexte de l'app. On a toujours notre latence. Et alors, je vérifie quand même qu'il a arrêté de râler. Je crois qu'il a arrêté de râler. Hein. Ouais. OK. C'est cool.
Donc, on va un peu aller regarder en brut ce que Prometheus nous dit. Donc ça, ce sont toutes les métriques potentielles qui sont collectées. Vous voyez qu'il y a une liste assez impressionnante. Celle qui commence par Prometheus, en fait, c'est les métriques de Prometheus lui-même, donc c'est pas applicatif. Mais par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'on a des métriques sur le serveur embarqué, on a des métriques sur la JVM, on a des métriques système, on voit qu'on a des métriques HTTP aussi. Et donc, regardons par exemple le server request max. Simplement, on veut juste vous montrer ici les valeurs brutes. Et donc, on voit ici qu'on a une métrique sur notre page racine, donc celle qui montre finalement le graphe et les IP, avec un temps max de 7,5 secondes qui ressemble assez furieusement à notre limite max de 8 secondes de notre système de latence. Donc la valeur, c'est bien cette valeur-là, c'est une valeur discrète. Et les tags, c'est le statut 200, l'URL, qui est vraiment le pattern pass. Donc c'est vraiment instrumenté et extrait. C'est pas la requête qui arrive sur l'application, la méthode, get, etc. Et le nom de l'application. Voilà, et notre job spring qu'on a vu dans notre fichier de config. Bon, tout ça c'est cool, mais on n'a pas vraiment envie de regarder des métriques comme ça. C'est pas facile à visualiser. Et donc il y a un autre outil qui s'appelle Grafana, qui est souvent utilisé avec Prometheus. Et une des fonctionnalités de Grafana, c'est qu'elle vous permet de construire un dashboard avec toute une série de choses intéressantes et de le partager avec la communauté. Donc si vous allez sur grafana.com et que vous cherchez un dashboard qui s'appelle Spring Boot ou Micrometer, il faudrait qu'un jour je me décide d'aller voir quel est le nom, parce que chaque fois je ne sais pas lequel des deux c'est. Vous allez récupérer ce dashboard tout fait avec ce que une application Spring Boot vide, entre guillemets, peut émettre. Donc là, on voit qu'on a un uptime, de l'information sur la mémoire, plein de choses liées au class loading. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir d'où est-ce que vient cette latence, quelle est l'API. Voilà. On veut comprendre ce qui se passe dans notre application. Et donc, du coup, plutôt que de regarder les métriques du serveur, un serveur HTTP, ce qu'on peut faire, c'est regarder les métriques éventuellement d'utilisation d'un client HTTP. Donc, comme vous vous souvenez, on avait un REST Template Builder, on est passé à un Web Client Builder lors de la première démo. Et Brian a expliqué que cet objet était géré par Spring Boot. Si vous décidez de l'utiliser et que vous utilisez l'actuator, ce composant va automatiquement émettre des métriques pour vous. Si vous décidez que vous ne voulez pas ça, vous créez le web client vous-même avec votre propre config. Mais c'est le comportement par défaut. Et donc, si on regarde un petit peu les activités, surprise, surprise, on voit que c'est notre reverse lookup gratuit qui fout la grouille et qui fait que notre page est lente. Donc voilà. Donc là, déjà, pour vous expliquer avec Micrometer, l'intérêt des metrics, c'est la différence entre le health check et l'observabilité d'une application. Entre des choses sont up, marchent, mais elles marchent mal. Et dans un système distribué, il y a toujours quelque chose qui marche mal quelque part. Donc là, le but, c'est d'avoir une meilleure visibilité, c'est d'émettre des métriques et de pouvoir avoir une vue un peu plus concrète sur ce qui se passe dans la masse de notre service et de tous les appels qui peuvent se passer. Et donc, du coup, ce qu'on veut faire maintenant, c'est on veut rendre notre service un peu plus malin. Et ce qu'on voudrait bien faire ici, c'est de dire, on vous a parlé brièvement qu'on avait aussi un service payant, mais qu'on ne voulait pas vraiment appeler parce qu'il fallait payer. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces ressources-là de manière optimale et d'utiliser les opérateurs réactifs pour nous aider. Donc, l'avantage d'être dans ce mode de fonctionnement, c'est que vous avez vraiment à disposition l'ensemble des fonctionnalités réactives et l'ensemble des opérateurs sont à votre disposition. Donc, par exemple, Project Reactor va exposer un opérateur qui s'appelle timeout et qui vous permet d'effectuer une opération de fallback si jamais un timeout est atteint. Et c'est ici ce qu'on va faire. Yep. Donc on va utiliser l'opérateur timeout en lui donnant une valeur de timeout et on lui dit si on n'émet pas de valeur dans le pipeline au bout de ce timeout, alors tu passes sur cette solution de backup en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le gratuit en priorité, on va définir un seuil. Si on n'a toujours pas de retour au bout de ce timeout-là, de ce seuil-là, alors on va utiliser le payant qui, on sait, est plus fiable, mais qui nous coûtera plus. Donc au lieu de définir ce timeout de manière statique dans notre code, on va le définir via configuration. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, quand on est allé dans Application Properties, on a touché des clés de configuration qui sont propres à Spring Boot, avec l'autocomplétion de notre éditeur, etc. C'est génial.
C'est tellement Ici, beau. nous, on veut utiliser nos propres clés de configuration. Donc, si vous ne le saviez pas, vous pouvez définir vos propres clés de configuration. Donc, nous, on veut définir quelque chose pour voilà, définir le timeout. Donc, on crée un POJO, dashboard properties, avec une subclasse et puis une clé ici timeout, avec valeur par défaut 500 millisecondes, une duration. Et il faut le déclarer à Spring Boot comme étant une clé de configuration de properties. Donc, pour ça, on va la noter add configuration properties. Et on choisit dashboard comme préfixe, voilà, comme namespace. C'est une manière de faire un namespace pour les clés de config. Donc, toutes les clés qui sont dans cette classe, elles commenceront par dashboard, point, etc. Alors là, l'inner class ici, c'est juste pour vous montrer qu'il est possible d'avoir des sous-namespaces au sein de ta classe. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est juste pour montrer un peu la richesse d'expressivité. Donc, en gros, ici, l'idée, c'est qu'on est en train d'exposer une clé qui s'appelle dashboard.reverseLookup.timeout. Okay. Donc, il se plaint ici que ce composant-là n'est pas encore un bin. Donc, il y a plusieurs solutions. On peut l'annoter add component simplement pour en faire un bin. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir l'injecter dans d'autres composants et l'utiliser. Il y a une annotation enable configuration properties qui vous permet de le faire en déclaratif. Et dans Spring Boot 2.2, qui n'est pas encore sorti, mais par contre, il y a une M2 qui est sortie cette semaine ou la semaine passée. Là, on a encore amélioré. Ouais. Cette semaine d'ailleurs. Oui. Hein. Ouais. Donc, du coup. Donc, on a notre clé de config maintenant. Voilà. On aimerait l'utiliser. Donc, par défaut, c'est 500 millisecondes. Donc, on va laisser le défaut pour l'instant. Et donc, pour l'utiliser, vu que c'est un composant, eh ben, on peut tout simplement l'injecter dans notre service. Donc, ici, Stéphane demande le composant dashboard properties, qui est un composant comme un autre. Et à partir de ce composant-là, on va extraire le timeout. Donc, ici, en récupérant la valeur. Et ce timeout-là, du coup, qui est défini programmatiquement dans les clés de config, on peut l'utiliser pour définir ce timeout. Donc, on peut utiliser l'opérateur .timeout en prenant la duration, puisqu'on a le même type. Et cette fois-ci, on fournit une méthode de backup, une méthode alternative. Et cette fois-ci, on a déjà la méthode de notre service payant. Donc, on va utiliser ce timeout-là. Donc, cette fois-ci, vous voyez, on démarre beaucoup plus vite. On a un chargement qui est beaucoup plus acceptable déjà. Donc, ce qui est censé se passer ici, c'est si le client répond vite sous les 500 millisecondes, le service gratuit, on utilisera le service gratuit. Si le service gratuit est dans un mauvais jour, on utilisera le payant en backup. Et Stéphane, dans les clés de config, peut très bien définir, bon, finalement, 500 millisecondes, c'est trop, on va passer à 250. Et voilà. Donc, si on regarde dans nos graphes, ben, ce qu'on va voir finalement, c'est on va voir une utilisation du service payant qui va se mettre en route dès qu'on va atteindre ce timeout. Et donc, ces graphes-là peuvent vous donner aussi une information de savoir quelle est la bonne valeur de timeout en fonction du service effectif. Donc ici, on a ce service de latence entre 200 millisecondes et 8000 millisecondes, donc ce n'est pas très, très intéressant, mais en réel, c'est quelque chose que vous pouvez monitorer et donc choisir la bonne chose à faire. L'autre chose qu'on voulait vous montrer aussi, c'est que dû à cette utilisation des tags, ça veut dire qu'on est capable de labelliser les métriques de manière très fine et donc de construire des dashboards assez intéressants. Ici, ce dashboard montre l'utilisation entre le service payant et le service gratuit. Donc on voit les opérations par seconde en fonction finalement de l'information qu'on donne. Et donc, plus on va descendre ici dans la valeur, plus le service payant va être sollicité. Donc si par exemple, au lieu de 200 millisecondes, on donne 2 secondes, ça c'est le support duration dans Spring Boot qui vous permet d'exprimer une durée dans un format qu'un humain peut lire et pas peu importe l'ISO machin chouette qui est illisible. Très utile et très complexe, je ne dis pas, mais assez peu utile quand vous voulez juste dire 2 secondes. Et donc là, on est de nouveau à 2 secondes, quoi, maximum. Et on montre aussi que donc le parallélisme fait que ce n'est pas 2 fois le nombre d'IP, 2 secondes fois le nombre d'IP. Donc ici, ce qu'on fait, ce qu'on remarque, c'est que le service gratuit, tout d'un coup, commence à être utilisé puisque notre seuil d'acceptation est plus bas. Dans les 6 minutes qui nous restent, est-ce qu'on montre le live stream ou est-ce qu'on documente cette clé peut-être? Moi, j'aime pas le jaune, j'aime pas quand mon éditeur dit qu'il y a quelque chose de pas correct. Ça me rend triste. Ouais. Donc oui, parce que finalement, quand on a fait l'autocomplétion tout à l'heure sur les clés de Spring Boot, on avait de la doc, la jolie autocomplétion, alors que là, notre éditeur nous dit cette clé de config, je ne connais pas, aucune doc.
Et ça, finalement, ce serait quand même dommage d'en rester là, quoi. Et puis on peut mettre des trucs comme ça, il ne se passe rien. Ça, c'est vraiment moche aussi. Ouais. Donc, du coup, on va vous montrer rapidement, parce qu'on a remarqué que c'est une fonctionnalité aussi assez peu connue. On voulait vous montrer comment est-ce que vous pouvez facilement ajouter du support à l'éditeur. Avec pour vos clés. un annotation processor, donc qui, au moment de la compilation, va regarder les classes de votre application, va regarder les classes qui sont annotées add configuration properties, et va générer des métadonnées. Et ces métadonnées, c'est des fichiers JSON qui sont mis dans le méta-inf de votre classe, enfin de votre projet. C'est un format intelligible connu par Spring Boot et qu'on a défini et que les éditeurs peuvent reconnaître. Et donc avec cette aide de type, donc le type on voit duration, le nom de la clé, où est-ce que c'est, la valeur par défaut, on arrive déjà à plus avoir de warning, et en plus on a l'autocomplétion et ça nous dit la valeur par défaut, la voilà. Et si on met n'importe quoi, notre IDE est en capacité de nous dire c'est n'importe quoi. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut ajouter aussi de la documentation, etc., etc. Mais bon, on a encore 3 minutes, donc on va se la faire complètement YOLO et vous montrer en vitesse une dernière fonctionnalité. Yep. Donc tout à l'heure, ce qu'on vous disait, c'est mono, c'est une sorte de type asynchrone, un peu lazy, voilà. Et Flux, on vous a dit, c'est un peu pareil, sauf que c'est une collection. C'est pas vrai, totalement, puisqu'en fait, un Flux, c'est vraiment un flux. On va vous donner les éléments les uns à la suite des autres quand ils arrivent. Donc ça, c'est assez puissant, spécialement quand on a un flux de données. Et là, ce qu'on fait, c'est que notre application, notre dashboard va se connecter au générateur de données. Et le générateur va émettre des événements dès qu'il y a une création de projet, va dire « Ah, un projet vient d'être créé, un autre vient d'être créé ». Et en fait, ce flux-là de données, il passe par notre dashboard, on va le traiter et on va le retransmettre à notre browser ici, avec du server sent event. Et notre contrôleur Spring MVC va retourner un flux de ces données-là. Et en fait, avec le bon content type, Spring MVC va comprendre qu'il faut qu'il faut émettre ces données de manière asynchrone et en plus en server sent events. Et donc là, vous voyez, dans le browser, on a vraiment un stream server sent events. On a vraiment les objets qui arrivent sérialisés les uns après les autres dans notre browser et on a une sorte de vue live avec quelque chose qui vient de 2 serveurs plus loin, quoi. Et donc avec ça, on est en capacité de partager les ressources, de partager un même flux. Donc il n'y a pas une requête, une connexion au générateur qui sera créé par browser. On peut partager les données pour qu'il n'y ait qu'une seule connexion, qu'à partir d'un seul flux de données, on puisse partager ce flux de données et, auprès de plusieurs browsers avec l'opérateur share. C'est ça, donc on va peut-être regarder l'opérateur en question ici. Voilà. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on demande LiveStats, qui est donc notre accès. On a une 4e méthode ici vers notre service distant. Et donc on voit ici que c'est assez similaire, hein. On demande simplement un flux d'éléments. Donc exactement pareil que par exemple récupérer les top IPs ici. La différence, c'est qu'on va partager ce flux. Et donc ce que ça veut dire, c'est que le premier élément, le premier composant qui va exprimer cet intérêt va démarrer cette connexion HTTP vers le back-end. Et tout composant intéressé, donc par exemple d'autres navigateurs, d'autres clients, vont simplement rejoindre le flux existant. Donc ils ne vont pas récupérer les données du passé parce qu'on s'en fout. Ils vont simplement commencer à récupérer les données qui sont émises au moment où il y a une subscription. Et lorsque ces fenêtres de navigateur se ferment ou lorsque on arrête finalement d'avoir un intérêt pour cette donnée, lorsque le dernier arrête, c'est ça qui va automatiquement invoquer un cancel au niveau du publisher et qui va fermer la connexion HTTP automatiquement. Voilà. Donc avec tout ça, c'est une manière de vous montrer que finalement l'observabilité, ça peut marcher pour tout le monde. Ici, c'est un cas qui peut être assez courant et on peut en avoir besoin et ça ne coûte pas très cher à mettre dans une application existante. Pareil pour Reactive, avec Web Client, on arrive à avoir un client HTTP avec une API sympa. Et finalement, de fil en aiguille, on a besoin de timeout, on peut partager les données, on peut faire du cache, on peut faire du buffering de données. Le genre de choses qui est très difficile à exprimer avec une API qui est plutôt impérative. Et donc finalement, on est quand même dans une appli MVC classique et on arrive à utiliser des fonctionnalités de Reactive qui peuvent être utiles dans des projets qui existent depuis un bon moment en fait.
Donc, on espère avoir réussi à vous montrer que ça pouvait être utile et que ce n'est pas forcément une approche greenfield, tout casser, tout reconstruire. Le code et tous les commits et toutes les démos sont à cette adresse. Et je vais changer de slide en 3 secondes. 3, 2, 1, changer. On la remettra. On la remettra, on vous enverra un tweet ou quoi que ce soit. Voilà. On voulait un peu parler aussi du talk de ce matin qui va bientôt être dispo sur YouTube si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. On a aussi un tirage au sort. On a un tirage au sort tout à l'heure au stand Pivotal et il y a une soirée meet and greet. On peut s'y retrouver pour boire des smoothies si vous voulez et discuter. Oui, il y a des smoothies. C'est vrai. Oui, je rigole 100% fruits avec de l'alcool. Je ne sais pas où est l'alcool. Oui, je ne sais plus. 101% sans doute. Et demain, la présentation de Sébastien sur Kofu, Kotlin et les coroutines qu'on vous encourage à aller voir. Voilà. Et puis il y a le BOF ce soir pour ceux qui veulent discuter avec nous de tout et de rien concernant Spring. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Terminé. Merci. On met la diapo.